Welcome back. I am sure Bonjour et bienvenue à nouveau. Je suis sûre que vous avez bien apprécié les sessions qui se sont tenues avec beaucoup d'informations et très pédagogiques. Et ils nous ont également donné de l'énergie pour vraiment donner voix au fardeau silencieux. Maintenant, à présent, j'aimerais présenter donc notre plénière de clôture qui sera modérée par Will Zeck, qui est obstétricien, gynécologue, avec une expérience clinique. Il travaille dans le monde entier. Il a dirigé donc la recherche de l'UNICEF. Et après cette importante plénière de clôture, nous allons entendre Paul Botum de USAID pour les remarques de fin ou de clôture. À présent, je donne la parole à Will. Merci beaucoup, Genesis. Je peux voir des bruits de fond, j'entends des bruits de fond, je ne suis pas sûre de ce que c'est. J'espère que les techniciens vont résoudre ce problème. Je suis ravie de vous accueillir dans cette plénière de clôture et c'est donc une première consultation technique de ce genre et je suis ravie d'avoir des collègues de renom qui vont avoir leur point de vue unique et singulier à partager avec nous. C'est une excellente opportunité de partager les défis, les succès, les réussites et la conversation a été superbe. Et personnellement, j'ai connu les conséquences de la santé mentale maternelle et ce qui peut avoir lieu quand c'est pas pris en compte. Et c'est une question qui est ignorée et donc il est important de vraiment lui donner sa place. Cette consultation technique a réaffirmé notre... Et il est important de se poser les questions, de demander un changement et d'identifier les prochaines étapes. Et pour surmonter les défis que nous connaissons et s'assurer que toutes les femmes ont accès à la santé maternelle, aux soins de santé maternelle qu'elles méritent. Il y a des obstacles clés qui persistent et nous devons nous assurer de les surmonter. Il y a également des actions à court terme qu'on peut prendre dans l'immédiat. Et donc, pour cette plénière de clôture, nous devons continuer et avoir des idées de nos intervenants sur ces questions pour faire avancer les efforts de santé mentale maternelle. Donc, je voulais présenter notre panel, bien sûr, et le premier membre du panel, c'est Anshu Banerjee, qui est directrice du département et le conseil principal à l'OMS. Auparavant, il était directeur de coordination globale et représentant en Albanie, au Soudan. Ensuite, nous avons George Buckland, qui est fondatrice de 2020 MOM, qui est une organisation de changement social à but non lucratif qui travaille dans la santé des mères. Et Joy, inspirée 2020 MOM, après qu'elle ait eu des expériences personnelles et elle est bien placée pour nous dire pourquoi les mamans ne sont pas traitées comme elles devraient l'être. Ensuite, nous avons Kim Dixon, qui est psychologue clinicienne à l'UNICEF à New York. Elle est médecin. Elle a beaucoup d'expérience à l'international. Elle a travaillé au niveau national et international dans différents continents dans le monde. Elle a travaillé également pour plusieurs agences de l'ONU, y compris l'UNICEF. Ensuite, nous avons Mohamed Goldman, qui est à l'Université de Malawi, Collège de médecine. Elle a obtenu un diplôme d'infirmière générale et
À présent, elle travaille dans les services communautaires. Elle est devenue infirmière psychiatrique agréée par l'État en 2001 et a travaillé donc sur le terrain. Elle a également un master en soins infirmiers spécialisés dans la santé mentale. Ensuite, nous avons Vikram Patel, qui est professeur de santé mondiale dans le département de santé mentale à la Harvard Medical School. Et il dirige Global Mental Health et l'initiative d'Harvard qui se concentre sur le fardeau de la santé mentale, les problèmes. Et il est cofondateur de plusieurs initiatives. Et en 2015, il était cité dans le Time Magazine comme l'une des 100 personnes les plus influentes. Ensuite, nous avons Marie Gloussatin, qui est chef de la division de la santé maternelle et néonatale, bureau de la santé maternelle et infantile de la nutrition à l'Agence des États-Unis pour le développement international, le USAID. Il a travaillé dans la santé publique et développement. Il a eu plusieurs postes, y compris au Bangladesh et plus récemment en Inde. Je suis ravie d'avoir un groupe de panélistes de qualité pour cette séance de clôture et je pense que c'est une bonne conclusion de voir les défis, le statu quo ainsi que l'avenir et les prochaines étapes. Avant de démarrer, on va voir comment cela va fonctionner. En fait, nous allons avoir des questions-réponses avec les panélistes. On va avoir 2 séries de questions. Chaque panéliste va répondre à la première question, ensuite à la deuxième question. Et je vais ouvrir le micro de mon côté quand il y aura 1 minute, quand ils auront 1 minute pour parler, quand il leur resteront 1 minute. Donc, premier panéliste, Anne, la question sera la même pour tous les panélistes. Je vais poser la question spécifiquement à vous pour que vous sachiez comment répondre. Donc, Anne Chou, quels sont les obstacles clés dans la santé mentale maternelle? Quel est le statu quo et quels sont les défis? Comment voyez-vous les défis et le statu quo en travaillant dans une organisation qui développe les directives à l'international? Merci. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'être ici parmi vous. Donc, juste pour souligner que la santé mentale et maternelle a également un impact majeur sur la mère, mais aussi sur leurs conjoints et leur famille. Cela s'applique à tous les pays et tous les cadres, que ce soit pas uniquement les pays à faible revenu. Et 70% d'ailleurs des femmes souffrent de troubles mentaux ou de difficultés liées des difficultés mentales pendant la période prénatale et une bonne partie aussi en postnatal, mais seulement un très faible pourcentage ont recours à des soins. Donc, c'est vrai qu'il est nécessaire d'avoir de meilleures statistiques, de meilleures mesures pour pouvoir renforcer tout le suivi. Nous avons des données mondiales sur le fardeau de la santé mentale, mais nous avons aussi quelques limites par rapport à cela. Et donc, il est très important pour nous que l'on puisse souligner cela, car nous savons que l'impact de la mère, c'est-à-dire où la mère qui a besoin de soins de santé mentale avant, en prénatal ou postnatal, et il y a aussi la consommation le tabagisme et la consommation d'alcool qui a un impact sur la santé de la mère et de l'enfant, et ça peut aussi entraîner donc des tendances suicidaires. Et sur le long terme, bien entendu, les affections peuvent être donc un faible poids à la naissance et des retards de croissance. Au-delà du suivi, comme j'ai mentionné, seulement 20% des femmes ont recours à des soins pour leurs problèmes de santé mentale et c'est en raison de la stigmatisation autour des troubles de la santé mentale. Donc, nous devons pouvoir faire face à ce problème. L'un des écarts, c'est que bien que ce soit bien représenté dans les directives et
que nous avons, et c'est vrai que c'est un domaine qui doit être renforcé. Nous voulons nous assurer que nous allons pouvoir refléter la santé mentale et maternelle dans les directives et dans les guides que nous publions et que ces derniers sont intégrés dans les plateformes pour la prestation de services. Notre limite, c'est que nous avons une pénurie dans la force ouvrière des soins de santé. Nous savons que seulement 25%, un très faible pourcentage des soignants sont dans le domaine de la santé mentale. Donc, il est nécessaire de savoir dépister ces problématiques liées à la santé mentale et maternelle, et ce qui m'amène à mon dernier point, et que nous devons réellement plaidoyer autour de cette question, et nous devons pouvoir développer les bons types de messages pour les différents types de publics cibles que nous souhaitons convaincre, si je puis dire, d'investir davantage dans la santé mentale maternelle, et ça pourrait inclure les politiques, ceux qui dirigent les programmes et la société civile. Donc, voici quelques-uns des principaux défis auxquels nous sommes confrontés à l'heure actuelle et auxquels nous devons faire face à l'avenir. Merci beaucoup. Je pense que c'est un excellent moyen de planter le décor, et vous parliez justement d'une pénurie de soignants. Et cela a aussi été mentionné dans les autres sessions, mais il y a aussi le plaidoyer qui est un élément important pour ce qui est pour ce qui est aussi de bien d'avoir les bonnes orientations pour toutes les organisations impliquées. J'aimerais ensuite donner la parole à Joy et j'aimerais lui poser la même question. Donc, quels sont les défis et dans le statu quo que vous constatez en 2020? Vous avez constaté qu'il y avait une ONG qui porte à haut niveau, et aussi au sein de la communauté des ONG, aussi même sur le terrain, cette question-là. Pour ce qui est des défis du statu quo, comment voyez-vous les changements, comment voyez-vous que le changement qui peut être opéré, ou comment pourriez-vous aussi commenter sur ce qu'a dit Andrew? Donc, bonjour à tous. Je vous rejoins des États-Unis. J'aimerais remercier USAID, Momentum et l'OMS pour votre leadership. Il s'agit vraiment d'un travail essentiel pour vraiment rassembler et rallier tout un chacun autour de cette problématique importante. Et nous sommes tous là avec un prisme où nous devons nous concentrer sur la mère. Et la question à se poser, si le système de soins de santé est adapté pour répondre aux besoins de la mère. Et peut-être que tous les efforts qui sont en place peuvent toutefois ne pas faire en sorte que la mère se sente à l'aise. Et alors, j'aimerais dire que je suis titulaire d'un MBA et je ne suis pas une clinicienne. Et en fait, donc moi, mon prisme, c'est vraiment sur le changement. Et je suis convaincue qu'il faut un leadership gouvernemental, alors que les gouvernements jouent un rôle essentiel dans l'infrastructure, et c'est vrai qu'il est nécessaire d'avoir une réponse gouvernementale. Et comme je mentionnais, je suis basée aux États-Unis et je suis vraiment ravie de pouvoir partager un petit peu notre point de vue de ce qui se passe ici même aux États-Unis. J'aimerais aussi dire que c'est la semaine de sensibilisation du suicide maternel. Donc, c'est vrai, il convient vraiment pour nous d'être ici. C'est vraiment un moment opportun. J'aimerais commencer par partager mon point de vue d'un obstacle fondationnel. Et pour le coup, il s'agit de fragmentation et donc le manque d'intégration. Je sais que nous avons entendu cela de différents intervenants. Et ce que je veux dire par fragmentation, c'est-à-dire ici aux États-Unis, je pense même ailleurs, que notre système de soins de santé et nos systèmes de soins de santé mentale ne se connectent pas vraiment. Et donc, toutes les autres actions qui peuvent être mises en place risquent d'échouer ou bien risquent de ne pas réussir comme on le voudrait. Donc, ici aux États-Unis, cette question de fragmentation est ancrée dans les systèmes de paiement. Nous avons différents systèmes ou de systèmes en place, et je pense que tant que tout ceci n'est pas aligné, nous continuerons à avoir des problèmes. L'autre opportunité que je constate, ou plutôt l'obstacle que je vois, c'est l'absence de la centralisation, c'est-à-dire où sont les directives centralisées pour nos pays, et
à quoi ressemblent ces directives de pratique clinique, qui assurent le suivi du respect de ces directives et donc d'assurer aussi des prestataires appropriés pour pouvoir déployer ces directives. Donc aux États-Unis, nous avons constaté que cela peut nécessiter il faut presque 17 ans pour adopter une directive. C'est bien trop long. Et surtout pour ceux d'entre nous qui sont dans la sphère de la santé mentale maternelle. Et puis, c'est vrai qu'en 17 ans, je peux vous dire que c'est bien trop long. Ça va prendre, il faudra standardiser ces directives, mais aussi, il faudra assurer la mise en œuvre de ces directives et de voir si ce déploiement, cette mise en œuvre se fait réellement. J'aimerais aussi dire que l'un des obstacles majeurs, c'est que en fait, c'est tellement complexe pour les prestataires des soins de santé au jour d'aujourd'hui et puis cette simplification est vraiment nécessaire. Et ce que je veux dire par là, c'est cette question inévitable. Donc, si je crie à l'aide, si je suis en train de dépister, pour des troubles de santé mentale maternelle, donc il ne s'agit pas uniquement de dépression, mais il s'agit aussi de psychose. Qu'en est-il des troubles compulsifs obsessifs ou des pensées suicidaires? Il y a aussi des solutions qu'on peut effectivement adopter. Et ce facteur de simplification doit inclure des liens vers donc, le soutien et le traitement. Et ensuite, l'intervenant qui m'a précédé a aussi parlé des pénuries. Donc, pour assurer une bonne répartition, distribution cela est vraiment nécessaire. Et nous allons, je suis sûre, aborder d'autres solutions potentielles et donc, je dirais qu'aux États-Unis, ça passe aussi par un nombre suffisant d'enseignants dans les écoles. Et il semblerait que nous n'avons pas le même dispositif ou la même mesure de suivi pour le système de santé. Alors, donc aux États-Unis, même après le Covid, toutes les régions des États-Unis sont considérées comme étant des lieux de pénurie de santé mentale, alors ce qui n'était pas le cas auparavant. Je pense qu'il y a une excellente opportunité pour que les agences fédérales coordonnent leurs efforts et assurent une supervision générale sur tous ces fronts. Et je suis vraiment contente qu'on puisse parler des stigmatisations et puis des potentielles solutions. Et je suis convaincue que les prestataires des soins de santé sont la solution principale pour répondre à cette crise de stigmatisation dont on pourra parler dans un moment. Merci beaucoup. Je pense que c'est vraiment, vous avez partagé des idées très intéressantes. C'est vraiment super d'entendre que ces efforts de plaidoyer qui sont menés aussi sur la longueur de mise en œuvre des directives. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes là, pour soutenir ce processus et pour l'accélérer dans la mesure du possible. Alors, j'aimerais poser cette même question à Kim. Donc, je vous pose la même question. Donc, qu'en est-il du statu quo, mais de votre point de vue à l'UNICEF, donc d'un point de vue donc de l'enfant, comment voyez-vous cette problématique? Donc, merci Will. J'aimerais d'abord commencer les organisateurs pour m'avoir invité à UNICEF à prendre part à ce débat et à ce panel. J'aimerais commencer par dire que la santé mentale et maternelle est un domaine assez nouveau ou récent dans nos programmes UNICEF et je suis sûre que ça pourrait étonner, on pourrait en étonner plus d'un, mais c'est vrai que traiter cette question-là à elle seule est assez complexe car nous n'avons pas réellement priorisé la santé mentale maternelle. Actuellement, nous sommes en train de voir donc cette question de la santé mentale maternelle à travers d'autres prismes. Il y a nous voyons ça à travers le prisme d'autres programmes et nous réalisons et nous constatons l'étendue du problème. Aussi, la santé mentale maternelle manque souvent ou est généralement absente des services de santé mentale ou et aussi sur le terrain. Et en soi, c'est un défi. Même lorsqu'il y a une certaine sensibilisation en matière de santé mentale maternelle, nous savons que la réponse
aux problèmes ou les solutions aux problèmes font aussi défaut. Récemment, cette pandémie de la COVID-19 a perturbé la prestation des soins de services maternels et infantiles. Il y a une perturbation dans l'accès et la qualité des services. Et la COVID-19 a eu un impact sur la période périnatale et la santé mentale des mères. Et donc, nous avons une augmentation dans les questions de problématiques mentales, de santé mentale. Nous reconnaissons également que le soin de santé maternelle respectueux et que nous ne fournissons pas la qualité des soins aux mères qu'elles méritent pendant la COVID-19. Cela augmente l'anxiété, le stress. Nous avons également noté davantage de troubles mentaux parmi les mères. Il y a une perturbation des familles et l'instabilité des familles. J'aimerais également mentionner que lorsqu'on se penche sur la question de santé mentale maternelle et lorsqu'on voit comment nous renforçons les prestations de services de soins de santé maternelle ainsi que les réponses à la santé mentale maternelle, le défi, à mon sens, c'est également de voir les prestataires de soins de santé et de leur fournir le soutien dont ils ont besoin. Renforcer leur capacité avec les compétences et les ressources pour soutenir les mères. Et donc, pour moi, la santé mentale maternelle est une question en termes de notre reconnaissance du problème, en termes de notre réponse au problème, ainsi qu'en termes de notre soutien à ceux qui doivent répondre à ce problème. Donc, voici les quelques remarques que je souhaitais faire sur la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ce qui nous mène à ce que disait Anshu, c'est-à-dire qu'on a une pénurie de personnel et vous dites que nous devons les former, leur donner les compétences et les outils. Et c'est intéressant que vous parliez et vous avez dit que les questions, les problèmes de santé mentale maternelle peuvent créer un désengagement et moins de lien entre la mère et l'enfant, donc ce qui impacte l'enfant. Merci pour ce point de vue. Et à présent, j'aimerais passer à Marie et je vais lui poser la même question. Quels sont les défis, le statu quo? Et puisque vous avez travaillé directement sur le terrain avec les personnes ainsi que dans les hôpitaux, qu'est-ce qui se passe dans les communautés? Quelles sont les mesures qui sont nécessaires pour soutenir les mères et les bébés dans les communautés? Comment faire les liens de la communauté vers le système de santé? Merci beaucoup, Will, et merci aux organisateurs pour m'avoir donné l'occasion de participer dans ce dialogue fort important. J'aimerais commencer par dire qu'effectivement, en tant que praticien, il y a beaucoup de défis sur le terrain. Et j'aimerais faire écho également à ce qu'ont dit les intervenants précédents. Le grand problème, c'est le manque de sensibilisation. La santé mentale maternelle n'est pas très connue. Et donc, il n'y a pas beaucoup de choses qui se font dans la pratique et la plupart des mères souffrent en silence. Donc, je pense que les réunions ou les rassemblements comme celui-ci sont très importants parce que nous pouvons partager des expériences, des bonnes pratiques pour faire avancer la question. Et depuis 3 ans, nous avons trouvé que la majorité des femmes ne
pensent pas qu'ils ont un problème de santé et ils ne vont pas à l'hôpital et ne vont pas à l'hôpital pour demander de l'aide. Donc, c'est une grande obstacle. Et donc, c'est à cause du système et de la stigmatisation. Et donc, même celles qui se sont rendues compte que c'est une question de santé, elles rencontrent des défis au sein du système de santé parce que le système de santé lui-même n'a pas la capacité de gérer les problèmes de santé mentale maternelle. Donc, nous avons cherché le moyen de soutenir les mères dans les communautés ainsi que celles qui ont des troubles de santé mentale. J'aimerais également dire qu'à cause de la pénurie de la main-d'œuvre ou du personnel, vous trouverez qu'il y a une grande lacune pour les femmes, entre les femmes qui y ont besoin de ce service et les femmes qui y ont accès. Donc, on essaie de sensibiliser les personnes au sein de la communauté pour que les femmes ainsi que les membres de la communauté en général soient sensibilisés à la question. Ils doivent être sensibilisés à ces problèmes de santé auxquelles sont confrontées les femmes pendant la grossesse et après l'accouchement. Nous essayons également de fournir de la formation au personnel médical et de santé pour qu'ils puissent apprécier le problème ainsi qu'identifier le problème et les façons de le prendre en charge. Nous fournissons également des soins médicaux ainsi que du conseil pour celles qui ont des problèmes mentaux sérieux dans les cliniques, au sein des communautés, ainsi qu'en ambulatoire. Et à partir de là, nous avons également pu assister les mères suite à l'accouchement pour qu'elles soient plus proches de leur bébé. Donc, nous admettons la mère ainsi que le bébé, bien sûr. Et nous avons également vu ce qui était disponible dans la communauté parce que la plupart du temps, nous avons des relations avec les grands-mères ou d'autres et nous les invitons à venir à l'hôpital de la mère. Donc, pendant que la mère reçoit les soins dans l'unité, la grand-mère ou l'autre parent soutient et prend soin du bébé. Mais la mère peut continuer à s'occuper de son enfant en même temps. Et nous voyons que cela réduit l'anxiété de séparation qu'auraient les mères quand elles sont dans un hôpital et que l'enfant reste à la maison. Donc, voici les questions ou les points que nous avons essayé d'aborder pour aider les femmes. Nous avons également trouvé les moyens d'apporter les femmes, de rassembler les femmes avec des expériences similaires pour qu'elles puissent se soutenir. Nous avons des groupes de soutien où les femmes soutiennent donc font des réunions de manière assez fréquente et se soutiennent entre elles. Cependant, avec la COVID, il y a eu des défis parce que les femmes n'arrivent pas à se rassembler. Nous avions travaillé avec plusieurs partenaires pour essayer de soutenir les femmes. Nous travaillons avec en fait, un organisme au Royaume-Uni qui cherche de voir comment ces femmes peuvent rester en contact à travers d'autres moyens. Donc, ce sont les quelques initiatives que nous avons mises en place pour appuyer et soutenir les femmes au sein de la communauté, celles qui ont des problèmes de santé mentale assez sérieux. Merci beaucoup. À vous la parole, Will. Et vous avez dit qu'il y avait un manque de sensibilisation au sein de la communauté, donc c'est un point très important. La communauté doit être sensibilisée parce que s'il n'y a pas de sensibilisation, il n'y a pas de demande et donc
formation, orientation, vous en avez parlé, et traitement. Donc, je pense que les pièces se rassemblent et on peut demander à Vikram quels sont les défis et le statu quo en tant que psychiatre et en tant qu'expert éminent au niveau mondial sur ce domaine. Comment voyez-vous le fardeau, les... Pouvez-vous nous parler de cela, s'il vous plaît? Oui, très bien, merci beaucoup. Effectivement, ça fait de nombreuses années que je travaille sur cette thématique de santé mentale maternelle dans différents contextes comme l'Inde, Zimbabwe, l'Ouganda et actuellement aux États-Unis. Et je pense qu'on doit commencer par accepter le gros défi dont nous avons déjà entendu parler par déjà d'autres collègues, c'est que virtuellement tous les pays ont échoué à faire face aux besoins en matière de santé mentale, pour que ce soit la santé mentale maternelle ou de la santé mentale tout court pour la population. Peu importe les budgets dépensés pour la santé mentale ou les ressources disponibles. Nous avons pu entendu parler de nos collègues des États-Unis qui dépensent plus par habitant que tout autre pays, et pour autant, il y a beaucoup plus, et il y a plus de professionnels de santé mentale à New York qu'en toute Afrique, et pourtant il y a des grandes poches de, il y a de grands vides, de grands besoins, il y a des grandes lacunes en matière de santé mentale aux États-Unis. Et ce que j'ai pu, en fait, il faut vraiment explorer pourquoi, donc que ce soit dans le domaine de la santé mentale, que ce soit la COVID ou tout autre VIH, eh bien, en termes de santé mentale, tous les pays sont considérés comme des pays en développement. Et c'est là où le bas blesse, c'est que nous avons essayé de mimer une approche biomédicale très étroite qui a fonctionné pour les maladies infectieuses, par exemple, et nous avons adopté le même cadrage pour les troubles de la santé mentale. Nous avons essayé de catégoriser des personnes qui souffrent de troubles mentaux ou pas, alors qu'il n'y a pas de fondement scientifique pour soutenir ce type d'approche binaire. Aux États-Unis, cela veut dire que le soin mène au diagnostic et que le remboursement peut uniquement avoir lieu si ces soins sont faits suite à un diagnostic et apportés par ou prodigués par un professionnel de santé. Et ainsi, les femmes sont censées faire face à des facteurs sociaux qui souvent coïncident avec les problèmes de santé mentale, avec d'autres ressources qui effectivement n'existent pas dans la vie des femmes. Il y a aussi un manque d'une approche holistique, bien que nous savons que les femmes souffrent souvent de problèmes même avant l'âge de 18 ans, et que pourquoi ne pas avoir une approche de prévention pour empêcher justement que la situation s'aggrave. Il y a aussi, il y a un problème où justement on ne fait pas suffisamment, on ne fait pas face aux problèmes de groupes spécifiques comme dans de groupes spécifiques ou par exemple d'autres types de sous-groupes comme les femmes à faible revenu ou les femmes qui font partie de communautés de réfugiés. Il y a aussi une pénurie de prestataires de soins, déjà sur la base de définition biomédicale, comme par exemple les professionnels de santé mentale, mais il y a tellement d'autres prestataires de soins qui pourraient aussi contribuer à cet effort. Et enfin, il y a le gros éléphant dans la salle, c'est aussi la communauté ne définit pas sa détresse mentale de manière biomédicale. Et ainsi, ça n'est pas étonnant que un grand nombre de femmes ne veulent pas obtenir de l'aide d'un professionnel de santé mentale, non seulement en raison des coûts et de la stigmatisation, mais aussi de différentes manières de conceptualiser les troubles mentaux. Donc, je vous parlerai des marches, des pistes ou des solutions après, mais juste pour parler donc des problèmes de santé mentale auxquels les femmes et les filles sont confrontées, notamment dans le cas du Covid. Il y a aussi la hausse de violences à l'encontre des femmes, mais aussi les difficultés de devoir gérer la scolarisation à la maison avec les écoles fermées, et aussi donc le mariage précoce. Et enfin, la deuxième grande menace, c'est cette approche qui
qui empêche les femmes de jouir de jouir de leur propre droit, du droit à décider pour leur propre corps. Donc, si nous devons déjà, il faut déjà faire face à ces problèmes-là avant d'empêcher ou de prévenir que laisser la situation s'empirer davantage. Donc, c'est vrai que vous avez fait allusion à la COVID-19 qui a davantage exacerbé les choses, et puis la santé reproductive et sexuelle qui aussi s'intègre dans à ce domaine. Et comme vous avez si bien dit, nous ne devons pas mimer, l'approche des maladies infectieuses. Donc, ce sont tous des termes, des points très valables. Merci infiniment. Et enfin, et pas des moindres, je vais poser la question à notre dernière intervenante, Maritou. Donc, peut-être pourriez-vous nous parler de stigmatisation et si vous pourriez aussi donc nous parler un petit peu plus de ces points-là. Absolument. Merci beaucoup, Will. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et merci pour cette question très importante. Tout d'abord, j'aimerais dire à quel point j'ai bien apprécié tout ce qu'ont dit les panélistes. Ils ont tous parlé des points essentiels auxquels nous faisons face dans le monde et en particulier dans les pays en développement. Le soutien et le traitement de la santé mentale est très complexe et nécessite un accès régulier aux professionnels de santé mentale dans une panoplie de services. Malheureusement, ces services de prise en charge ou de soins ne sont pas toujours disponibles ou sont sous-utilisés. Les lacunes en termes de traitement de santé mentale sont énormes. Tout cela s'ajoute aux obstacles dont ont parlé les panélistes et je continue à le dire haut et fort, surtout dans ce groupe qui a le pouvoir, le leadership technique pour vraiment avoir du changement ici. Les obstacles que je vois en tant que défi pour fournir des soins de santé mentale maternelle aux mères, aux adolescents et aux enfants inclut la disponibilité dont vous avez parlé, ainsi que le fait que ce ne soit pas abordable. Il y a un manque, il y a une pénurie de prestataires de qualité et quelquefois, quand ils sont disponibles, les personnes ne peuvent pas forcément se permettre de payer ça. Il y a également l'accès à l'éducation que je n'ai pas entendu. Sans les médicaments pour soutenir les conseils, la thérapie qui sont fournis aux patients, je pense qu'on est à mi-chemin pour vraiment s'attaquer au problème. Le système de santé n'est pas prêt à gérer cette problématique ou à s'attaquer à cette problématique et c'est là que notre travail devrait commencer. Le fondement de ce problème est exacerbé par un manque de politique en santé mentale. Le leadership et les politiques ne sont pas ici sur la table pour rendre les services disponibles et pour payer le prix. Le financement est une question essentielle et sans le financement, nous ne verrons pas de mise en œuvre ni une mise en œuvre globale qui aborde non seulement la santé physique de ces femmes, mais également leur santé mentale. Il manque le leadership, ils sont loin derrière. Le manque d'éducation sur la santé mentale. On voit cela dans les pays développés et en développement. Et c'est absolument une connaissance très limitée sur la santé mentale. Et ça fait qu'on ne reconnaît pas les maladies mentales et pour rechercher un traitement, il y a une mauvaise compréhension de la santé mentale et donc les familles ne peuvent pas passer à la prise en charge. La stigmatisation, vous en avez parlé, reste un grand obstacle d'accès car les patients se protègent contre l'exclusion sociale. Je me demande quelquefois si les politiques également ressentent cette même stigmatisation
qui est vécue par celles qui souffrent de problèmes de santé mentale, parce que nous avons vu au tout début de l'épidémie de la VIH, par exemple, ceux qui militent pour une question, en général, sont très liés à cette question. Et donc, avec cette question, je me suis toujours posé la question. Et c'est que si c'est vraiment la raison pour laquelle nous ne voyons pas nos leaders venir et proposer donc ces financements. Donc, il faut aborder les questions de santé mentale. Il faut que ça fasse partie de notre paquet global de services et c'est très important pour que nous puissions réaliser nos objectifs 2030 et nous assurer que ceux qui le méritent bénéficient d'un bien-être. Merci beaucoup. Je vais m'arrêter là car nous n'avons pas beaucoup de temps. Merci Marietou. Donc leadership très important, politique, élaboration de politique et manque de médicaments, vous l'avez dit, nous n'avons pas encore parlé de cela. Mais le leadership, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'exclusion sociale. Ça revient au point que la pandémie a peut-être exacerbé donc l'exclusion sociale dans certaines situations. Donc merci beaucoup pour vos commentaires. Et cela résume bien la première question. Donc, nous avons donc le changement de statu quo. Je pense que ça, c'était la question plus facile. Il y a à présent des questions plus difficiles. Donc, quelle est la marche à suivre? Quelles sont les étapes à court terme, les étapes à long terme dont nous avons besoin? Donc, je pense, c'est la question. Je vais me tourner vers Anshu encore une fois. Et quand vous regardez l'OMS et votre travail en tant qu'organisation, quelles sont les actions à court terme, les actions à long terme? Comment nous assurer que la santé mentale maternelle reste une priorité? Comment inspirer les autres pour se joindre à ce mouvement? Je pense que la première chose que nous devons faire, c'est déjà assurer que c'est inclus dans nos directives. Nous devons assurer que la santé mentale maternelle est intégrée et que les directives de soins postnataux qui normalement devraient être publiées en début 2022, eh bien, qu'on puisse intégrer des recommandations autour de cela. L'autre processus, c'est des recommandations qui sont actualisées annuellement, comme bien entendu l'élaboration de directives et leur mise à jour prend du temps et au niveau de l'OMS, nous essayons de mettre en place un programme, enfin un dispositif qui comprendrait des directives vivantes, entre guillemets, qui soient continuellement mises à jour, ou par exemple, vous avez des directives intelligentes pour réellement assurer que ces directives peuvent être diffusées plus facilement et à travers des plateformes digitales. Donc, voici un domaine. L'autre domaine qui est également très important, c'est d'assurer qu'ils ne sont pas uniquement dans les directives, mais aussi dans les outils et ces outils, généralement, intègrent d'autres partenaires. Par exemple, vous avez l'outil relatif à la période de grossesse prénatale et périnatale, et nous devons aussi assurer que la santé mentale maternelle y est intégrée. Donc, par exemple, pour la boîte à outils des sages-femmes, nous sommes en train de voir un module sur la santé mentale périnatale. Un autre domaine qui a besoin davantage de soutien, c'est d'assurer que la santé mentale maternelle est intégrée dans nos programmes, dans nos plateformes de prestation de services, notamment en prénatal, postnatal, pendant les visites de vaccination, pendant les campagnes de vaccination, et d'assurer que cela fait partie de la prévention, du dépistage et des soins. Et nous sommes en train de voir comment nous pouvons davantage renforcer cela. Et nous avons fait une cartographie des ressources pour déjà voir ce à quoi nous pouvons faire face. Un autre domaine serait le suivi que j'ai souligné tout à l'heure, c'est d'avoir un cadre de suivi robuste afin de mieux capturer le fardeau des maladies et aussi mieux les suivre. Et aussi, c'est de renforcer les capacités des soignants
Et non seulement d'identifier les lacunes au niveau des soignants, mais aussi de renforcer leurs capacités. Quelques-uns des domaines sur le long terme, et c'est déjà donc le plaidoyer et d'assurer qu'il y aura des investissements durables dans la santé mentale. Nous devons réduire la stigmatisation et cela doit être à travers le plaidoyer au niveau mondial, mais aussi à travers des interventions communautaires. Et enfin, donc un point autour de la recherche et qu'il y a réellement un besoin de recherche de mise en œuvre pour voir comment nous pouvons mettre en place et davantage déployer donc des dépistages et la mise en place de programmes, mais aussi de voir les preuves concrètes et avoir des priorités de recherche qui peuvent être davantage explorées. Merci infiniment. Donc, des investissements durables, effectivement, c'est un point très important. Vous avez bien mentionné les recherches et vous avez parlé des différents outils et directives. Donc, il y a certaines directives qui existent déjà, donc il convient de les actualiser ou de les mettre à jour. Donc, l'intégration est davantage mentionnée. Comment pouvons-nous intégrer et utiliser ce que nous avons déjà? Merci Andrew. Je me donne la parole à Joy. Je vous pose la même question. Quelle est la marche à suivre? Quelles sont les prochaines étapes? Vous avez fondé une ONG que vous dirigez qui porte sur les activités de plaidoyer, et puis de pistes d'amélioration. Donc, je suis sûre que vous aurez des choses à nous dire. J'aimerais dire que une des étapes fondamentales qui doit être prise, c'est déjà d'augmenter le budget alloué à la santé mentale maternelle aux États-Unis. Il a été déterminé. Il résulte d'une étude que le coût lié à l'absence de traitement de troubles de la santé mentale maternelle est extrêmement élevé. Et donc, nous avons parlé de la prévention qui est extrêmement importante. C'est pas sur quoi nous nous focalisons, mais on se concentre plutôt sur ce qu'il faut faire au niveau des systèmes de santé. Mais je suis entièrement d'accord que c'est vraiment la prévention est une priorité majeure. Mais les quatre aspects sur lesquels je voulais me concentrer, qui doivent être abordés à la fois, c'est cette question de la centralisation et puis le manque de directives, la stigmatisation à travers ce que j'appelle des efforts de dépistage, de combler les écarts et aussi la science de la mise en œuvre, comme nous venons de le mentionner. Donc, il y a aussi cette question de la centralisation, comme j'ai pu mentionner dans mes commentaires sur les obstacles et les barrières. C'est que je suis convaincue que tous les gouvernements, que ce soit au niveau national ou étatique ou territorial, doivent avoir un plan en place pour pouvoir faire face à cette question de la fragmentation. Il est important d'avoir des efforts coordonnés qui établissent la base. Donc, quelles sont les directives auxquelles les prestataires des soins de santé doivent prendre en compte pour mettre cela en place. Et puis, une équipe de travail doit être mise en place qui inclut des personnes qui sont vraiment sur le terrain, qui sont des soignants. Et aux États-Unis, il y a une nouvelle législation qui est le Triumph for Moms Act, donc c'est le triomphe pour les mères, qui met en avant une recommandation pour recommander une telle équipe de travail aux États-Unis. Et en plus de la centralisation, la stigmatisation est extrêmement importante aussi et je ne pense pas qu'il s'agit uniquement de sensibilisation publique et communautaire, mais les prestataires des soins de santé aussi, car il s'agit réellement de troubles biologiques. Et ces professionnels de santé sont dans une position unique pour traiter cette question de la stigmatisation et de lutter contre la honte et la stigmatisation. Et ils sont dans une position de dépister, donc il faut mettre en place des processus de suivi et jusqu'à ce qu'on ait un réel dispositif de dépistage dans nos services obstétriques. Et je pense que la stigmatisation, malheureusement, continuera jusqu'à ce que les femmes comprendront que c'est vraiment la principale complication liée
dans le cas de la grossesse. Je voulais aussi partager que je pense que ce concept de ce test sanguin, qu'il ne s'agit pas uniquement de papier, puis de cases à cocher, et où on parle de dépistage, c'est-à-dire c'est vrai que c'est pas quelque chose de simple, je le comprends bien, mais il faut quand même investir là-dedans. Donc, les pénuries en matière de soignants, c'est vrai que c'est critique pour résoudre ce problème. Nous avons entendu que de nombreuses femmes n'ont pas tendance à aller rechercher de l'aide aux États-Unis. Les femmes, généralement, vont à la recherche de l'aide, mais malheureusement, elles ne retrouvent pas les soins nécessaires et c'est vrai qu'il y a souvent une pénurie, c'est vrai qu'il y a une pénurie de soignants, ou bien quand ces soignants sont disponibles, eh bien les coûts de ces soins de santé sont extrêmement chers. Donc une approche innovante qui doit être explorée, c'est cette consultation d'obstétriciens ou bien des médecins, des médecins généralistes pour déjà essayer de faire face à cette problématique d'accès aux médicaments. C'est aussi une approche qui pourrait être explorée. J'aimerais aussi partager c'est vrai que nous avons parlé donc de ces pénuries de soignants, de la santé mentale aux États-Unis, mais il y a aussi une pénurie de personnel, de professionnels de la santé dans l'obstétrique aussi. Il y a une pénurie de sages-femmes, et ça aussi c'est problématique. Donc, au-delà de ces pénuries, nous pensons que des travailleurs communautaires, des travailleurs sociaux qui sont formés, qui sont testés pour leurs compétences sont vraiment une solution. Non seulement allons-nous pouvoir renforcer la présence et la disponibilité, l'accessibilité de ces professionnels et de ces soignants, entre guillemets, même s'ils ne sont pas dans du domaine médical. Et puis, ce sont des personnes qui peuvent assurer cette coordination de soins de santé. Donc, si par exemple un professionnel de santé comme un obstétricien identifie un problème, eh bien, quelles sont les solutions? Vous pourrez éventuellement avoir ces spécialistes pairs, entre guillemets, qui sont formés et qui peuvent assurer la coordination ou référer aux soins de santé ou aux soins de santé mentale qui convient. Donc, peut-être qu'elle ne veut pas de médicaments, il n'y a pas de souci. Alors, quels autres services existent ou quelles autres pistes existent? Et enfin, comme nous avons pu l'entendre auparavant, mon dernier volet, c'est la science. Et j'aimerais vraiment mettre l'accent sur la science de la mise en œuvre. Je suis sûre que d'autres intervenants en ont parlé. Aux États-Unis, l'Institut national de la santé et de la santé mentale, on dit, nous savons ce qui fonctionne en termes de santé, mais aujourd'hui, nous devons financer des modèles pour tester la mise en œuvre. Et ces modèles doivent être ancrés dans ce contexte de qui c'est qui finance. Par exemple, si nous parlons de systèmes durables qui fonctionnent, nous devons nous concentrer sur le remboursement et nous assurer que ce remboursement est abordé dans ces solutions-là. Merci beaucoup. Merci, Joy, pour avoir souligné vos 4 volets. Je les apprécie particulièrement et c'est vrai que comme vous l'avez bien dit, nous avons besoin des femmes là où elles doivent être. Surtout quand il n'y a pas de sensibilisation, nous devons aussi assurer que les femmes sont soutenues là où elles sont et ne pas forcément les ramener dans les établissements. Donc, merci pour ces 4 volets, Joy. Donc, je pose la même question pour les prochaines étapes, la marche à suivre. J'aimerais vous donner la parole à vous qui travaillez pour UNICEF, Kim, et où vous travaillez avec les mères, les nouveau-nés. Donc, quel est votre point de vue? Peut-être que ce sont des petites étapes ou peut-être pourriez-vous nous parler d'une vision qui est plus sur le long terme. Merci, Will. Pour moi, j'aimerais réellement faire un appel à l'action sur cette question d'intégration. Nous devons réellement voir comment intégrer les services de santé mentale maternelle dans les services de maternité. Et nous avons l'occasion, parce que nous avons les femmes qui viennent pour l'anténatal, pour l'accouchement, pour les soins postnataux. Donc, nous devons voir comment intégrer la santé mentale maternelle au sein de ces services pour s'assurer qu'on suit un continuum de soins pour que la santé mentale maternelle soit complètement intégrée
Alors que nous parlons d'intégration, j'aime bien ce qu'a dit Joe, c'est-à-dire que être là où sont les mères, il faut voir comment intégrer les soins de santé mentale maternelle au sein de nos communautés et au niveau des soins primaires pour que les services se rapprochent des femmes chez elles, dans leur environnement familial. Et donc, pour moi, l'intégration est une grande question. Donc, pour la continuité, le continuum des soins, ainsi que pour l'intégrer au niveau de la communauté et au niveau des soins primaires pour vraiment atteindre un grand nombre de mères. Une autre question, en fait, c'est la qualité. Il faut améliorer la qualité des soins de santé maternelle et il faut s'assurer que la santé mentale maternelle fait partie de cette politique de soins. Nous devons travailler pour s'assurer que les prestataires ont bien les capacités, les outils et les ressources pour s'attaquer aux problèmes de santé mentale maternelle. Il faut que ce soit une norme parmi les normes de la qualité des soins pour la maternité, pour les soins de maternité et de l'enfant. Et donc, pour moi, il faut voir la qualité des soins dans cette optique pour s'assurer que les soins que nous fournissons aux mamans et aux nourrissons sont vraiment des soins complets, holistiques, qui incluent la santé mentale maternelle. Dans de nombreux pays, nous essayons de rétablir les prestations de soins après la COVID-19 et nous devons nous assurer que ces pratiques fondées sur les preuves, alors que nous renforçons les conseils autour de cela, autour de tous les soins, il faut vraiment la santé mentale maternelle et cela permet une réduction de stress et réduit la dépression entre les mères. Dans le cas de ce renforcement des services de santé, il faut également inclure la santé mentale maternelle. J'aimerais également souligner que dans la marche à suivre, le plaidoyer et la sensibilisation pour réduire la stigmatisation associée à la santé mentale maternelle doit réellement être traité parce que, à moins qu'on sache quel est le problème, à moins qu'on est sensibilisé au problème, il est très difficile d'aborder la question ou le problème. Et donc, le plaidoyer et la sensibilisation doivent être soulignés. Donc, alors que nous travaillons pour renforcer les soins de maternité qui ont été perturbés par la COVID-19, nous devons également saisir cette occasion pour intégrer les soins de santé mentale maternelle qui doivent faire partie de cela. Merci. Merci, Kim. Et donc, vous avez abordé des points très importants sur l'intégration et la qualité, ce qui nous mène à ce qui se passe au sein de la communauté. Donc, j'aimerais poser la même question pour Mwawe. Quel est votre point de vue sur la marche à suivre et les étapes que nous pouvons suivre? Et nous devons bientôt résumer. Donc, s'il vous plaît, je m'excuse, mais nous avons besoin de réponses plus courtes. Voilà, merci. Allez-y, moi, oui. Merci beaucoup, Will. Dans le court terme, je pense que ce qui est important, c'est vraiment de sensibiliser. Le plaidoyer est également important pour un changement de politique et pour une prise d'action. Parce que nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites de manière indépendante. Il y a de la recherche, il y a d'autres interventions qui sont faites séparément. Mais il faut rassembler tout cela. Il faut que les politiques se mettent autour d'une table pour avoir ce genre de dialogue. Et ces discussions pour pousser à l'action. Parce que, par exemple, au Malawi,
Maintenant, il y a l'inclusion de la santé mentale maternelle dans les normes de santé reproductive, mais il n'y a pas d'action. Donc, il est important de pousser à l'action, ce qui comprendrait le fait qu'il faut souligner le financement, parce que le financement devient un grand défi pour faire avancer les choses ou pour mettre en œuvre de belles choses que les personnes ont planifiées. Je voulais également très brièvement parler de l'un des outils importants que nous avons en tant que pays africain. Nous avons à présent une alliance alliance africaine pour la santé mentale maternelle que nous pouvons utiliser. C'est une alliance que nous avons avec plusieurs parties prenantes qui se rassemblent et ensuite ont une voix collective et forte qui peut être utilisée pour faire avancer cet agenda. Il faut également souligner l'exploration de changements de tâches au partage des tâches, parce que nous avons vu que les prestataires de soins traditionnels sont débordés. Ils ne peuvent peut-être pas être en mesure d'assumer ces rôles. Et donc, il faut voir les ressources dont nous disposons et les utiliser. Sur le long terme, nous devons réellement pousser pour l'intégration du dépistage universel pour les femmes, parce qu'actuellement, il n'y a pas d'intervention là-dessus. Donc, ce serait un point de départ pour les femmes. Il faut qu'elles soient liées ou rattachées au service de soins. Il faut également une formation pour les professionnels de la santé au niveau communautaire et au niveau secondaire. Il faut également fournir des informations, il faut éduquer les personnes pour aider les personnes à aller rechercher de l'aide. Merci beaucoup. Effectivement, le poids de l'intégration revient souvent. Donc, votre reconfirmation nous réconforte davantage. Donc, je poserai aussi la question à Vikram. Quelle est la marche à suivre et votre point de vue sur l'avenir? Donc, je voudrais faire écho à tout ce qu'ont dit les autres intervenants. Donc, l'intégration de la santé mentale maternelle dans les services de santé infantile et maternelle actuels. Et c'est vrai que nous entendons. Ça fait 30 ans que ce message est rabâché. Et je pense que la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui va faire une différence? Nous avons entendu encore et encore l'importance d'intégrer les ressources ou de renforcer les ressources au niveau de la communauté et puis de continuer à renforcer ces interventions psychosociales et de capitaliser sur les ressources communautaires existantes, que ce soit les travailleurs communautaires sociaux, les travailleurs sociaux et autres. Nous savons tout cela. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que cela n'est pas mis en place ou pourquoi est-ce qu'on ne voit pas de réel progrès? Et la raison, c'est parce que nous avons tendance à nous attacher à ces approches communautaires assez datées qui ne sont pas actuelles. Elles sont généralement gérées par des petits projets, par des petites ONG et je n'ai vu aucun de ces programmes qui a été déployé à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, nous devons adopter des nouvelles solutions pour la formation et autres. À la faculté de médecine de Harvard, nous avons lancé un programme qui s'appelle Empower, qui a pour objectif de digitaliser tout le processus à travers lequel les premiers intervenants peuvent apprendre peuvent être formés aux interventions psychosociales et peuvent les déployer tout en faisant leur travail et plutôt que de les ramener en présentiel qui a été complètement suspendu par la COVID, mais même sans la COVID, ça n'était vraiment pas possible. Donc, c'est vraiment le type d'innovation que nous devrions adopter si nous voulons aller au-delà des slogans typiques d'intégration et de soins communautaires pour réellement traduire cela en actions concrètes. Merci, Vikram. Donc, approche innovante et nous avons besoin de quelque chose de nouveau et nous avons besoin d'une idée révolutionnaire et je suis sûre que vous allez pouvoir faire le nécessaire pour mettre cela en avant. Maritou, donc notre dernière intervenante, donc quelle est la marche à suivre et que pensez-vous sont les prochaines étapes pour avancer? Donc, permettez-moi de commencer par dire ce qui suit. En tant que
dans le cas d'une pandémie, je pense que nous pouvons tous reconnaître que la santé mentale est un point essentiel. En tant que praticien de la santé mentale, impliqué dans le secteur de la santé prénatale, périnatale et postnatale, mais c'est important d'avoir une approche axée sur l'humain où le besoin holistique de l'humain sont traités. Je voulais déjà commencer par dire cela. Et peut-être nous rappeler tous notre rôle, le rôle critique que nous avons à jouer pour pouvoir faire avancer cet agenda. Alors que nous avançons, l'élément critique qui doit être traité et c'est un appel que je lance non seulement auprès de vous, mais auprès de tous les décideurs dans les pays développés, dans les pays en développement. Le plaidoyer reste un élément essentiel pour rallier les décideurs autour de la table pour faire face à cette épidémie mondiale. Alors que nous avançons encore une fois en tant que déployeurs, il est nécessaire d'intégrer ces facteurs psychosociaux dans nos programmes en nous concentrant sur le renforcement du système sanitaire. Et ça pourrait être en parallèle aussi, certains pourraient le dire, mais déjà commencer par les soignants, renforcer leurs capacités à travers notamment des coopérations avec des instituts académiques. Nous devons former les personnes qui seront ceux qui vont dispenser ces services. Je fais également appel à nous tous pour prendre position et lutter contre cette pandémie qui est en train de mettre à mal des progrès, des années, des décennies de progrès. Effectivement, nous n'avons pas tous les outils nécessaires pour pouvoir déployer nos métriques pour obtenir les données nécessaires pour voir l'impact. Peut-être certains d'entre nous avons ces données, mais je pense qu'avec la pandémie à laquelle nous sommes confrontés, l'impact est encore plus grand. Nous devons agir pour responsabiliser les décideurs politiques. Nous avons besoin de plus de flexibilité dans les financements pour pouvoir soutenir et financer des programmes de santé mentale, et les politiques doivent élaborer et mettre en place des politiques pour soutenir la santé mentale. Nous voyons cela se passer dans nos programmes autour du monde, mais il y a du financement pour la santé, mais ils ne sont pas en mesure de prioriser la santé mentale. Et c'est un problème auquel il faut remédier. J'espère que ce ne sera pas notre dernière rencontre. Donc, je fais appel aux organisations pour un appel mondial pour passer à l'action en faveur de la santé mentale, pour nous concentrer sur le ciblage de bailleurs, de décideurs et des leaders pour réduire ces stigmatisations, de nous concentrer sur la sensibilisation, sur le développement de politiques et le financement de programmes de santé mentale, y compris la disponibilité des médicaments. Et enfin, il faudrait qu'on tire des leçons de la COVID. La COVID nous a rassemblés. Le monde entier a dû se mettre autour d'une table. Et là, vous avez des ressources qui sont contribuées, bien que ce ne soit pas suffisant, mais il y a quand même des contributions des différents pays, des différentes régions pour essayer de lutter contre ce fléau le plus rapidement possible. Et la santé mentale est un assassin silencieux, et nous devons y mettre une fin, et nous devons y remédier le plus rapidement possible. Donc oui, vous avez dit que c'est un assassin silencieux et que nous avons besoin d'une approche clé ou des politiques et outils pour pouvoir y faire face. Alors, nous devons conclure cette session. Nous avons dépassé le temps imparti, donc toutes mes excuses pour cela. Je pense que nous avons eu un débat très riche. J'aimerais vous remercier tous d'avoir pris le temps de prendre part à cette discussion et pour répondre à ces questions difficiles. Et sans plus tarder, j'aimerais donner la parole à Genesis et vous remercier tous infiniment pour votre participation. Merci, Will. Et merci à l'ensemble du panel. Merci, merci, merci. Et merci encore une fois. Un panel fantastique avec des points de vue uniques de personnes qui partagent clairement une passion pour s'assurer que nous avons des preuves, une action collective pour la santé mentale maternelle et que personne ne soit laissé pour compte sur le chemin de 2030. Maintenant, j'aimerais présenter notre dernier intervenant de cette consultation technique.
Paul Bolton. Mais avant ceci, j'aimerais vous remercier tous pour m'avoir permis d'être votre modérateur de la 3e journée. J'ai appris à vos côtés ces 3 derniers jours et ça a été un plaisir de vous rencontrer, de vous connaître et je me réjouis de poursuivre nos discussions et les approfondir dans les semaines à venir et pour l'avenir, pour s'assurer que la santé mentale maternelle est et reste une priorité mondiale. Paul Bolton est le coordinateur de la santé mentale chez USAID. C'est un nouveau poste au sein de l'agence pour faire avancer la taille et la qualité des travaux mondiaux de l'USAID sur la santé mentale et le soutien psychosocial. Il a des années d'expérience. Il a travaillé dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation avec des ONG, des gouvernements locaux et internationaux. Merci d'être là avec nous. Paul, à vous la parole. J'aimerais commencer par remercier ceux qui ont fait que cette consultation technique soit possible. Ça veut dire nos partenaires estimés, collaborateurs, OMS, UNICEF, USAID, Momentum Country Leadership et le comité de planification qui ont vraiment aidé à mettre en place le programme. McLevin de USAID, NCGL, Shannon McLean, Suzanne Stolz, Murphy Fitzgerald, Anne Batty, Charlene Reynolds, Anna Petrusel, Mina Kepta et Edward Kinney. J'aimerais donc les remercier. J'aimerais remercier également ceux qui ont modéré, les intervenants également, qui nous ont honorés et qui ont vraiment contesté le statu quo. La santé mentale est vraiment un domaine très inspirant et je suis confiante que nous allons continuer à faire des progrès pour s'assurer que la santé mentale maternelle reste une priorité dans le chemin vers 2030. Cette semaine, nous avons eu plus de 1000 collègues qui se sont rejoints à nous de 39 pays et nous continuons à avoir des données mises à jour. À la fin de cette 3e journée, j'aimerais prendre quelques minutes pour réfléchir sur certains points clés qui sont revenus dans la consultation et qui méritent qu'on les souligne. D'abord, il faut se concentrer sur les interventions basées sur la famille. La famille reste le refuge principal, le soutien et ce soutien pour beaucoup de femmes et de mères. Pour beaucoup de femmes dans le monde, il reste des problèmes mentaux qui sont très importants. Des problèmes, il y a des problèmes avec leurs époux, leurs frères. En identifiant et en abordant ces problèmes au niveau de la famille, on s'assure que la famille est surtout une source de soutien et d'aide. Deuxième question, c'est la prise en charge, le renforcement des compétences pour que les personnes puissent aider dans ces temps de COVID. Il faut également identifier ceux qui ont des problèmes mentaux, qui ont besoin d'interventions spécifiques en matière de santé mentale, comme des thérapies ou de la psychothérapie. Souvent, par le passé, nous avons vu des programmes qui ne fournissaient pas des traitements plus avancés. Et donc, c'était excellent d'entendre des programmes et des politiques qui fournissaient ces services. Et enfin, j'aimerais dire quelques mots sur les moments que nous avons partagés ensemble. Il y a une urgence à travailler ensemble pour faire avancer les choses. Il y a le fardeau silencieux des mères partout dans le monde. Et donc, avec cette consultation technique, vous allez recevoir un sondage pour voir comment nous pouvons améliorer les choses et pour que vous ajoutez votre voix aux efforts à venir parce que les consultations techniques ne sont pas finalisées. Vous pouvez vous joindre à nous pour notre session de réseautage finale pour pouvoir vous engager avec et interagir avec les autres participants.
Merci à tous pour être là et merci pour votre engagement pour faire que la santé mentale maternelle soit une priorité.